Eh bien, le fait du jour, c'est que les autorités européennes retenaient cette date le 14 octobre prochain. Les autorités européennes se prononceront sur une proposition de règlement renforçant les outils pour lutter contre les contenus pédopornographiques. Tout le monde s'est dit, bravo, c'est très bien, mais écoutez, qui peut être pour ces contenus pédopornographiques faits par soit des criminels, des faussaires, des salauds. Mais, encore une fois, je l'ai dit, l'enfer peut être pavé des meilleures intentions. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Bonjour d'être avec nous en direct. Merci. Vous êtes députée européenne des Patriotes pour l'Europe. Virginie Joron, alors, effectivement, il faut lutter contre la pédopornographie en ligne. Là, tout le monde est d'accord, mais est-ce que, pour certains, on dit, mais est-ce que ce n'est pas un outil de surveillance de masse? Est-ce que ça ne risque pas de mettre à mal la sécurité et l'anonymat des discussions en ligne? Vous qui êtes au cœur du réacteur, Virginie Joron, alors, ce règlement, cette proposition de règlement, vous en pensez quoi, vous? Effectivement, les craintes sont aujourd'hui très audibles. Pourquoi? Parce que ce sujet, on l'a sur la table depuis 2022. Effectivement, la problématique des abus sexuels sur les enfants qui sont utilisés via des plateformes numériques, ce n'est pas une nouveauté. Et donc, il y avait un besoin d'encadrer. À l'époque, nous avions, nous, au Parlement, aménagé ce texte pour protéger les communications interpersonnelles qui ne rentreraient pas dans le cadre de détection d'abus sexuels sur des enfants, pour protéger effectivement une partie de la population, et j'espère une majorité, et c'est le cas. Donc en fait, nous avions proposé à l'époque d'aménager ce texte qui a, sur le fond, c'est du bon sens, vous l'avez dit, mais on a toujours eu pour nous la ligne rouge, c'est de protéger quand même les citoyens et nos données. On avait fait donc un article 7 qui finalement sortait du schéma de contrôle, la détection des messages à tendance pédopornographique. Oui. Et donc on avait sorti du cadre toutes les communications interpersonnelles et surtout nous avions mis un article de l'interdiction de surveillance générale. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que la nouvelle présidence a une autre position. La présidence danoise, elle nous a enlevé ces articles. Ah oui. Donc, effectivement, en balayant d'un revers de la main ces protections de liberté individuelle, eh bien, ça remet en question le fond du texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est que finalement, en enlevant ces textes qui protégeaient et qui encadraient les communications de vie privée, eh bien, ça veut dire que tout peut être détecté, tout peut être mis sur la table, finalement, ça ne nous convient pas. Je comprends. Attendez, Virginie Joron, on va peut-être expliquer. En quoi, alors je pose la question comme ça, en quoi combattre la pédopornographie en faisant la surveillance, en quoi ça risque, et vous le dites, ça a un peu influé sur un problème de surveillance généralisée, et en quoi les honnêtes gens, disons cela comme ça, pour schématiser le bon peuple, en quoi peut-il être impacté dans sa vie privée, dans ses conversations? Techniquement, vous voudrez comprendre. Voilà. Techniquement. Alors, ce qu'il y a, c'est que la proposition de règlement en 2022 demandait aux plateformes de numérique de mettre en place un logiciel de détection des messages qui pourraient engendrer un abus sexuel. D'accord. Avec un cahier des charges très précis. Et effectivement, en encadrant ce système, eh bien, ça permet, et surtout, c'est sous contrôle judiciaire, il y a quand même des paramètres qui font que c'est pour protéger aussi, on va dire, la plupart de nos conversations. Donc, il y avait un cahier des charges très précis, mais finalement, dans ce cahier des charges très précis, il n'y avait absolument rien sur la protection aussi de la vie privée des gens normaux, on va dire. Donc, ce qu'ils veulent mettre en place aujourd'hui, dans la proposition du Conseil, c'est la même cahier des charges avec, on demande aux plateformes de numérique d'intégrer un logiciel de détection des messages qui pourraient amener à des abus sexuels, mais sur toutes les conversations. C'est-à-dire qu'en enlevant finalement l'article 7 et l'article premier que nous avions mis, on avait amendé en intégrant de suite que les communications interpersonnelles qui ne rentreraient pas dans ce cadre d'abus sexuels sur enfants, eh bien, ne devraient pas rentrer dans cette surveillance de masse. Et là, en enlevant ces deux articles qui étaient pour nous protéger aussi, des garde-fous, des garde-fous, eh bien, en enlevant ça, eh bien, ça veut dire que si on maintient et on accepte ce texte du Conseil, eh bien, c'est effectivement la surveillance de masse. C'est pour ça que beaucoup d'associations sont montées au créneau, parce
qu'effectivement, il y a des citoyens qui nous ont alertés. Ça veut dire, Virginie Geron, pardon, pour bien comprendre, quand vous dites la surveillance de masse, ça veut dire que ce texte permet d'écouter les conversations de tout le monde, absolument tout le monde, sans distinction, je veux dire tout le monde, quoi. Enfin, une surveillance absolue collective. Tout le monde, sauf les gouvernements. Ah, parce que intéressant. Ça ne touche pas les gouvernements. Non, ni les gouvernements et toutes les conversations de défense. D'accord. Conversation de défense, on comprend. Mais c'est-à-dire, pour le reste, c'est la totalité de la population, quoi, ou pratiquement. En fait, le mécanisme qu'ils imposent aux plateformes est un logiciel de détection de mots avant la diffusion du texte. Donc, en incluant un tel logiciel, ça veut dire que toutes les conversations peuvent rentrer dans ce logiciel. S'il y a les mots désignés, quoi, c'est ça. Des mots qui, par l'intelligence artificielle, rentreraient dans le cadre de suspicion d'abus sexuels. Donc c'est une porte que l'on ouvre, mais qu'on ne maîtrise pas. Et même c'est une charge supplémentaire qu'on impose aux plateformes, avec finalement un cahier des charges sur des datas, sur finalement des conversations qui pourraient juste relever de la vie privée sans rentrer dans le cadre effectivement d'un abus sexuel. Virginie Geron, qui décide des mots? Enfin, comment ça se passe, juste pour comprendre cette désignation des mots? C'est vrai que c'est important et c'est vrai que c'est compliqué. Vous avez d'abord une proposition de la Commission, à l'aide d'une étude d'impact, à l'aide des États qui se plaignent, qu'il n'y a pas d'encadrement de cette problématique. Donc la Commission propose un texte. C'est ce qui s'était passé en 2022. En 2023, nous, parlementaires, on a donc amendé ce texte en rajoutant des mots qui manquaient pour effectivement prévenir d'une surveillance de masse et aussi pour alléger la charge des plateformes numériques, parce que effectivement elles ont aussi des devoirs, mais aussi il faut équilibrer à chaque fois les textes pour ne pas empêcher l'innovation et surtout pour protéger nos datas. Et là, ce texte était resté bloqué parce que les États membres, puisqu'il y a le Conseil, donc 27 États membres, valident le texte. Et effectivement, à l'époque, il n'y a pas eu d'unanimité sur ce texte. Donc là, il est revenu en 2025, avant la présidence danoise, c'était la présidence polonaise. D'accord. Qui, c'est elle qui a commencé, elle a carrément enlevé l'article 7, c'est celui que je vous disais, où on voulait enlever les communications interpersonnelles. Les Polonais ont rectifié le texte. Comme les présidences ne durent que 6 mois, c'est les Danois qui ont repris le texte. Et qui ont enlevé un autre article, c'est ça. Alors, eux, ils ont enlevé l'article 7 et en plus, ils ont imposé à ce que les plateformes mettent un logiciel de détection de tous les messages avant la diffusion du message final. Donc là, donc le texte est toujours au Conseil, puisque c'est allé trop loin pour certains États, et donc il est bloqué. En ce moment, il est bloqué, oui. Il est bloqué parce que, effectivement, vous avez une majorité de pays qui ne soutiennent pas ce texte. Je vous donne la liste, c'est l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Estonie, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie. Pays indécis qui sont contre. Pays indécis, et je crois à rectifier, mais je crois que l'Allemagne maintenant ne soutient pas le texte, la Grèce, Roumanie, Slovénie. Ceux qui soutiennent ce texte, comme je vous l'ai indiqué, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, évidemment, France, ils soutiennent mais on les entend pas, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Portugal, Espagne, Suède. Donc aujourd'hui, voilà, on a ce texte au niveau du Conseil qui bloque. Et je remercie tous ceux qui ont à cœur de défendre les libertés, parce que je comprends le sujet, on l'a déjà encadré, les abus sexuels, c'est un fléau. On essaye de l'encadrer au regard du DSA, le Digital Service Act, et pour le coup, malheureusement, ils font plus du travail sur la censure et la liberté d'expression, mais pas du tout sur ce volet, alors que normalement, c'est sur ce volet qu'ils devraient Donc, si j'ai bien compris, Virginie Geron, là, ceux qui veulent effectivement que ce texte soit amendé en supprimant les 2 articles dont vous parliez, en fait, l'idée, quelque part, c'est d'étendre la surveillance à absolument tout le monde, quoi, sauf les gouvernements. Exactement. Et pourquoi aujourd'hui on a encore plus peur qu'en 2023 ? C'est qu'on a vu l'utilisation à mauvais escient de nos données. On voit aussi que... Comme par exemple, vous dites utilisation à mauvais escient. Donnez-nous un exemple d'utilisation à mauvais escient. Alors là, j'en ai pas, mais
On le voit dans l'utilisation des plateformes à un moment donné, quand on fait de la censure auprès de comptes qui ne conviennent pas au narratif. On le voit aujourd'hui avec cet exemple de Google qui, à un moment donné, a banni des comptes parce qu'il a utilisé des données. C'est-à-dire que là, on utilise à mauvais escient nos données parce qu'ils considèrent que certains narratifs ne conviennent pas à une politique durant la pandémie. Et donc, c'est un des meilleurs exemples. C'est la question que je voulais vous poser, justement, d'arriver à Google et à YouTube. Hein. C'est bien ça. Ouais. C'est très intéressant. Parce que d'un côté, non mais je vais dire juste pour terminer là-dessus, d'un côté, moi je me dis... Encore une fois, je fais le huron. Je me dis, mais attendez, moi, qui vont surveiller? Moi, j'ai rien à cacher. Ça m'est totalement égal. Mais, et vous dites, voilà. Sauf que, est-ce que la vie privée devient complètement un truc de transparence et que si j'ai des conversations intimes ou privées avec qui que ce soit, ou c'est mon problème et c'est évidemment pas à surveiller. C'est-à-dire que la frontière, elle est là, Virginie Joron, et vous en parlez bien. C'est-à-dire que où on passe de la surveillance de gens qui peuvent effectivement avoir de très mauvaises intentions et de très mauvaises actions, la pédopornographie, mais il n'y a pas que ça, les trafics, l'argent sale, le blanchiment, etc., etc. Vous connaissez ça mieux que moi. Mais où est la frontière? Donc la frontière est très poreuse, et c'est ça qui est difficile. Oui, et puis mettre tout le monde dans le même bateau, c'est assez injuste parce qu'on a quand même aussi, ça fait partie des fondamentaux des droits de l'homme, le droit à la vie privée. Bien sûr. Moi, je vais vous donner un exemple concret, c'est quand il y a eu, et je l'entends, mais on l'a accepté, c'est-à-dire, il a suffi qu'on a eu un acte de terrorisme, un gars avec une bouteille d'eau un jour qui a voulu se faire exploser, je sais plus, c'était aux États-Unis. Aujourd'hui, on a mis des sas de sécurité et tout le monde rentre et on doit tout jeter notre bouteille d'eau. Là, c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire que parce qu'il y a effectivement, et c'est un fléau, des types, des salauds qui utilisent Internet pour abuser des enfants, on met tout le monde dans le même panier. C'est assez injuste. Et des fois, et c'est aussi la crainte, hein, c'est que on utilise cet outil pour contrôler des paroles politiques, pour contrôler des manifestations à caractère, on va dire aussi politisé. Les oppositions, etc., etc. Les oppositions. Ouais. Donc c'est mettre le doigt sur effectivement quelque chose que l'on contrôle pas. Parce qu'effectivement, on le voit aussi, cette utilisation à mauvais escient de nos données. Par rapport à l'exemple que je vous ai dit de Google et YouTube, qui pendant la période Covid ont dû répondre aux autorités nationales pour bannir des gens, pour empêcher des gens de s'exprimer. Et on le voit, ça a toujours été des comptes politisés de droite qui ont été bannis. Et ils font, on sait très bien. Des conservateurs. Alors c'est très intéressant. Le rapport Jim Jordan, pardon, le rapport Jim Jordan le relate très bien, avec des exemples concrets. Donc c'est aussi ça Jim Jordan, le président républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Et juste d'ailleurs, c'était d'ailleurs la seconde question, Virginie Joron. C'est amusant. Voilà. Ouh là là, alléluia, alléluia. On se repent. YouTube s'apprête à réintégrer des créateurs bannis de la plateforme ces dernières années pour avoir diffusé des informations erronées sur le Covid-19, erronées entre guillemets, des informations qui ne convenaient pas à la doxa sur le Covid-19, vous le savez, et les élections américaines. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les, si j'ai bien compris, tous les contenus qui n'étaient pas dans la doxa Biden ou compagnie étaient censurés. Enfin, tous, beaucoup. Oui, tout à fait. Et on le voit dans ce rapport qui donne des exemples très concrets. Mais nous le savions puisqu'on a eu, depuis que Trump est arrivé, plusieurs révélations de ce type. On l'a vu déjà avec les Twitter Files aux États-Unis. Bien sûr. Où déjà, on a eu l'expression directe de qu'il y a eu cette censure. On l'a eu après avec Meta. Rappelez-vous, Zuckerberg, quand il a fait son mea culpa. Oui. Facebook, lui aussi a fait son mea culpa. Et aujourd'hui, Google et YouTube, bien sûr, qui font partie de ces plateformes qui étaient visées durant cette pandémie pour contrer le narratif qui était de dire, surtout ne critiquez pas la stratégie pro-vaccination pour pouvoir effectivement contrôler les gens, et on l'a vu en France, notamment avec les mesures liberticides, et la même chose, la même censure, la même volonté de supprimer des comptes. Je me rappelle à l'époque, c'était le professeur Perron, dès qu'il publiait quelque chose, il était supprimé de tous les réseaux sociaux. Bon voilà, c'est vrai que la problématique qui est soulevée avec ce chat contrôle, parce qu'il y a eu ces précédents,
nous voyons aujourd'hui la problématique que nous pouvons avoir demain, c'est-à-dire un contrôle de nos conversations privées aussi, puisque public, on l'a vu. Bien sûr. Elle est présente, mais aussi un pas de plus pour accéder à nos conversations privées, pour pouvoir effectivement contrer certains peut-être opposants politiques, certains peut-être scientifiques qui n'iraient pas dans le narratif proposé par la Commission ou les autorités nationales, sous couvert, et je le dis encore, sous couvert, et il faut lutter contre ces salauds, sous couvert de protéger et lutter contre les abus sexuels des enfants. C'est ça. Le cheval de Troie, comme nous l'avons vu, pour moi c'est un nouveau cheval de Troie, comme j'ai pu le voir avec le DSA. Oui, c'est ça. On en a parlé du DSA. Effectivement, sous couvert et tout à fait légitime, mais de lutter contre les salauds, les pédopornographes et autres criminels, eh bien, on grignote ça n'a rien à faire avec des territoires de liberté. Alors, c'est très intéressant parce que, on le sait, vous parlez de, voilà, donc je lis exactement ce qu'ils disent. Contrairement à l'engagement de l'entreprise en faveur de la liberté d'expression, YouTube offrira à tous les créateurs la possibilité de revenir sur la plateforme si l'entreprise a supprimé leur chaîne pour violation répétée des politiques relatives au Covid-19 et à l'intégrité des élections. Et on voit aujourd'hui, Virginie Joron, nous on l'a vu, moi je le vois même dans ma ligne Twitter, beaucoup de gens demandent, eh bien rétablissez effectivement mes contenus, mes posts sur YouTube qui ont été totalement supprimés parce qu'il y avait tel ou tel mot, et on disait, mais l'algorithme disait, attention, hydroxychloroquine, supprimez-moi ça tout de suite. C'est vrai. C'est ça, hein. Et donc, oui, c'est ça. Ouais. Et oui, et puis vous faites bien de rappeler ce que nous avons vécu. Vous l'avez vécu vous personnellement, mais d'autres professeurs aussi. Moi, ça va, j'utilisais pas les mots-clés qui fâchaient, donc je suis passée au travers. Mais c'était un exercice qui était effectivement pas facile. Mais ça démontre bien l'hypocrisie qu'il y a autour de toute cette volonté de protéger les gens. On veut toujours les protéger, comme on le dit, c'est avec des sujets qui sont clivants, des sujets qui sont difficiles. Mais sous couvert, il y a toujours un vrai objectif, c'est de nous mettre sous contrôle. Je pourrais parler d'un autre dossier que j'ai vu hier et je suis intervenue aujourd'hui. Ils se rendent compte tous. Quand je dis ils se rendent compte, c'est gouvernance, que ça soit au niveau de l'Union européenne, que ça soit au niveau des autorités nationales, on voit bien qu'ils sont en perte de vitesse sur le contrôle des gens. Je dis contrôle, carrément. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, ils ne contrôlent plus les médias. Les médias aujourd'hui perdent de la vitesse. Je parle des médias mainstream. Donc, heureusement, vous êtes hors de ce système et on voit que plus de gens, de plus en plus, vont sur votre moyen de communication, donc d'autres médias alternatifs qui montent en parallèle. Ils ne contrôlent pas les réseaux sociaux. Ils ne contrôlent plus les ONG. Et donc aujourd'hui, puisqu'ils n'arrivent plus à contrôler le narratif, aujourd'hui, ça sera peut-être l'objet d'une autre intervention qui est aussi très intéressante, comme ils n'arrivent pas à contrôler ce narratif qu'ils essayent de nous comment dire, nous faire accepter et nous imposer. Le narratif, quand je dis narratif, ici à la Commission, c'est d'accepter la création de cette Union européenne, qui pour moi, vous l'avez vu, le bilan n'est pas très bon, et il est même catastrophique au niveau des agriculteurs. Oui. Et donc, attendez, donc en fait, pour aller plus loin dans ce contrôle qui ne contrôle plus, où les outils ne fonctionnent pas, aujourd'hui, ils ont trouvé un nouveau nom pour cela. C'est les discours autocratiques. Aujourd'hui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Les discours autocratiques. Voilà, aujourd'hui, ils nous ont sorti ce rapport qu'on ne peut pas publier parce qu'ils considèrent qu'il faut que... C'est quoi le titre ? C'est juste le titre, Virginie Joron ? Stratégie de l'Union européenne pour faire face aux discours hostiles à la démocratie, avec un accent particulier sur la dimension extérieure. Ils considèrent aujourd'hui très intéressant. Très intéressant. Ils sont en train de monter en gamme et vous verrez maintenant, ça va être le nouveau leitmotiv. Les partis dits patriotes, les partis dits d'Orban ou même nous-mêmes, comme nous avons un discours autocratique, nous sommes contre la démocratie. Bah, bien sûr. D'où cette volonté, et je ne sais pas si vous avez entendu le discours de von der Leyen, de mettre en place un centre européen de résilience pour la démocratie. Oui, formidable. Nouvel épisode. Nous, les vrais démocrates, nous allons enfin, c'est toujours, mais vous savez, c'est pas nouveau. C'est le camp du bien contre le camp du mal. Et vous-même, bande de sulfureux dissidents qui n'acceptent pas le discours, la doxa, eh bien, vous êtes le camp du mal et il faudra vous surveiller. Voilà. En attendant d'être hautement surveillé, merci Virginie Joron. Je crois qu'on va reparler de cette autocratie en marche.